Une affaire incroyable vient d'être traduite en justice en Grande-Bretagne. Marius Gustafsson, âgé de 46 ans, a été traduit devant le tribunal de Londres au Royaume-Uni pour des actes de mutilation corporelle extrême sur 13 victimes. Vous allez voir qu'on atteint des sommets dans l'horreur. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel étrange voyage. Avant de commencer, je tiens à vous avertir que la destination que nous allons explorer aujourd'hui n'est pas pour tout le monde. Le sujet que je vais aborder est délicat et contient des éléments très choquants. Il est donc possible que YouTube, par ailleurs, impose encore un nouveau strike à la chaîne pour cela. Je vais croiser les doigts que non. Cela dit, l'enquête, le voyage que je vous propose de suivre, malgré sa part d'ombre, est fascinant et nous emmène très loin. En me plongeant dedans, je peux vous dire que je n'aurais jamais imaginé explorer aussi profondément les recoins sombres d'Internet. Alors sans plus attendre, embarquons dans cette troublante enquête sur les eunuques modernes. Bon voyage. Eunuque. Homme castré chargé de fonctions administratives et militaires importantes, ainsi que de la garde des harems impériaux. Iran ancien, Byzance, Chine, monde musulman médiéval, Empire ottoman. Puis, nom donné à des sectaires fanatiques du IIIe siècle, qui se mutilaient eux-mêmes et forçaient à se mutiler ceux qui tombaient entre leurs mains. Pour commencer notre voyage, il me faut poser les bases. Car aujourd'hui, c'est dans le monde des eunuques que je vous emmène. Comme dit dans la définition sur le site Larousse, un eunuque est un homme qui, de gré ou parfois de force, a subi l'ablation de ses parties intimes. La plupart du temps pour des questions religieuses. Toutes les parties intimes ? Cela dépend. Parfois il s'agit seulement des testicules et parfois de l'ensemble des parties génitales. Historiquement, le pays ayant vu le plus d'eunuques sur ces terres est la Chine. D'aussi loin que remonte le règne des dynasties en Chine, les eunuques sont présents, gravitant dans la sphère politique de l'Empire. Ces derniers avaient alors un statut social très élevé, alors même parfois jusqu'à dépasser celui du Premier ministre de l'Empire, ce qui leur conférait un pouvoir immense. Les eunuques étaient des serviteurs au sein du palais impérial, auprès de l'empereur ou de l'impératrice. Ils ont gagné en influence au cours des années, puissants, ils pouvaient faire tomber des empereurs, voire même des dynasties. Les hommes étaient alors choisis et se faisaient castrer pour des raisons religieuses et politiques. Cette pratique toutefois ne s'est pas arrêtée aux portes de la Chine, puisque l'on retrouve des eunuques en Mésopotamie, chez les Grecs, chez les Romains, chez les Hébreux ou encore dans les empires byzantins ou ottomans. Bien qu'étant des hommes réputés pour servir des causes nobles aux yeux de l'État, avec le temps, ce rituel fut considéré de plus en plus barbare et a fini par s'estomper. Mais n'a jamais disparu. Il faut savoir qu'il existe un pan très obscur dans le monde des eunuques. Et c'est ce pan-là que nous allons aborder aujourd'hui. Depuis le 3 décembre 2021, l'Association professionnelle mondiale pour la santé des transgenres a sorti un projet de ligne directrice afin de catégoriser les eunuques comme étant une branche à part entière de la transsexualité. La 8e version des SOC inclut une discussion sur les individus s'identifiant comme eunuques, car ils sont effectivement présents et ont besoin de services d'affirmation de genre. Dans ce chapitre, nous décrivons la relation entre les personnes s'identifiant comme eunuques et les autres personnes transgenres et de genres divers. Et nous présentons les meilleures pratiques spécifiques pour répondre aux besoins des personnes qui adoptent une identité d'eunuque. Mais c'est quoi la différence entre une personne transgenre et un eunuque ? En fait, les eunuques sont une sous-catégorie du monde transgenre. Leur particularité vient du fait que ce sont des hommes qui ont décidé de ne plus avoir d'appareil génital, bien que dans certains cas, cette émasculation soit involontaire. Dans l'Empire byzantin, ils étaient même considérés comme étant le troisième sexe. Aux côtés des appareils génitaux masculins et féminins, existait celui des eunuques. Il ne s'agit donc pas ici de dysphorie du genre, mais de transformation de l'appareil génital sans nécessairement impliquer un changement de genre. Mais il existe vraiment des eunuques aujourd'hui encore ? Alors il y en a, mais beaucoup moins qu'avant. Les plus connus sont les castrats, ces personnes qui se sont fait couper les coucougnettes avant la puberté pour devenir des chanteurs à la voix si particulière. Sauf que de nos jours, les castrats sont désormais interdits. Le dernier s'appelait Alessandro Moreschi
et nous a quittés en 1922. Il faut savoir qu'en bout de course, tous les hommes castrés sont des eunuques, et que la plus grosse communauté dans le monde se trouve en Inde, avec près de 4 millions d'individus, comme l'écrit l'auteur Olivier de Marliave dans son livre « Le monde des eunuques ». Et ils se font appeler les Hijras. Le festival transgenre est très important pour la minorité Hijra, puisque c'est une minorité qui est discriminée au quotidien et marginalisée par la société indienne, alors qu'à l'occasion de ce festival, on est dans une vraie présence de la minorité transgenre dans l'espace public indien, et la minorité transgenre peut en fait s'exprimer librement. Mais dans notre enquête, ce qui va nous intéresser ne sont pas ces eunuques, mais une sous-catégorie de ces derniers. Une catégorie bien moins visible, nommée les nulos. Nulos? C'est une blague? Si seulement c'était le cas, ça serait bien, mais non, ce n'est pas une blague. Le terme nulot ou smoothie se réfère aux personnes ayant connu une modification corporelle, telles que leurs organes génitaux, et parfois aussi leurs mamelons, qui ont été enlevés chirurgicalement. Les nulos ne sont pas nécessairement des personnes transgenres, il peut s'agir d'hommes eunuques. Le terme nulot est le raccourci de genital nullification ou négation génitale. Cette définition en français, tirée d'une simple page Wikipédia, est correcte mais incomplète, car dans le monde nulos, il existe en fait plusieurs catégories, 6 en tout. Et accrochez-vous bien, car la plongée dans l'horreur et le troublant commencent ici. Le nulot de classe 1 est l'homme castré, seuls les testicules sont enlevés. Celui de classe 2, aussi nommé smoothie, a l'ensemble de son sexe d'enlevé. Dans la classe 3, on enlève en plus de cela les tétons et le nombril. Ce sont les extreme smoothie ou X-smoothie. À la classe 4, ce sont les ongles qui sont ôtés. Ceux-ci sont des nullunks. Je crois que ça se prononce comme ça. Dans la classe 5, les hommes se font enlever en plus la prostate et tout ce qui permet l'éjaculation et le plaisir sexuel. Ce sont des extrêmes nullunks ou X-nullunks. Oubliez ma prononciation. Enfin, dans le pire du pire, la classe 6, la personne se fait en plus enlever les pavillons d'oreilles et sont nommés des unicorns ou licornes en français. L'un des nullos les plus connus est l'artiste japonais Mao Sugiyama, qui, se considérant comme asexuel, avait décidé de se faire enlever les parties génitales, de les congeler, puis de les servir lors d'un banquet en faisant la promotion de son événement via Twitter. Au total, 70 personnes sont venues à son banquet et 6 d'entre elles ont dégusté le spécial du chef, pour la modique somme de 200 €. Maintenant que les bases sont posées, commençons notre enquête. Toute notre histoire commence par un forum créé en 1990, Eunuch Archive, qui a démarré en collaboration avec une association nommée BME pour Body Modification Is-In, ou en français, la revue en ligne de modification corporelle. La BME a connu ses heures de gloire lorsqu'au début des années 2000, ils ont lancé un concours nommé les Pain Olympics, dont le but est de voir les participants se produire face caméra et endurer des douleurs auto-infligées. Une vidéo va par ailleurs circuler sur internet et faire beaucoup parler d'elle. On la retrouve sous le nom de Pain Olympics, laquelle met en scène 2 hommes s'auto-mutilant. Plusieurs vidéos réactions sont alors sorties sur YouTube dans les premières années de création de la plateforme. On peut encore en trouver beaucoup aujourd'hui. Sauf que l'association BME, basée au Canada, a confirmé que cette vidéo en particulier, qui circule partout, comme beaucoup d'autres à ce sujet, sont fausses, et que les personnes actant dans ce type de vidéo utilisent en fait des subterfuges pour faire croire à une automutilation, mais que ce n'est en aucun cas réel. Les premiers utilisateurs du site Eunuch Archive proviennent d'un ancien forum établi sous le nom de alt.sex.bondage, sur lequel se partageaient plusieurs informations concernant des fantasmes très limites que je n'ai pas besoin de vous décrire ici. Mais au-delà des idées, il se partageait également des services, des photos, des vidéos, abordant ce qu'il existe de pire dans la dépravation sexuelle. Comme la castration ou l'automutilation, j'imagine? Oui, et tu peux ajouter à cela les idées les plus pervers, impliquant des personnes de tous âges, vieux comme beaucoup plus jeunes. Et c'est suite à une investigation de la part du FBI que ces forums de l'extrême ont été purgés, poussant ses utilisateurs à migrer vers Eunuch Archive.
L'un des administrateurs du forum Eunuch Archive se fait appeler Jésus, et ce dernier est très impliqué dans le monde des transgenres, et bien entendu tout particulièrement dans le monde des eunuques. Et pour cause, Jésus, c'est pas n'importe qui. Bien que souhaitant garder son identité secrète, on peut la trouver dans un de ses anciens posts datés de 2001, dans lequel il propose un sondage ainsi qu'un lien, ici en bas de page, où on peut lire ceci. Si vous avez des questions concernant le sondage et son utilisation ou ses objectifs, n'hésitez pas à contacter le professeur Thomas W. Johnson. Je serai heureux de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Conclusion, le vrai nom de Jésus, c'est Thomas W. Johnson, ancien professeur au département d'anthropologie à l'université de Chico dans l'État de Californie. Et l'un de ses combats est la reconnaissance des eunuques comme étant un groupe sexuel à part intégré au mouvement transgenre. Dans le post que je vais vous lire, il explique être en relation avec un certain Eli Coleman, un sexologue américain travaillant pour la WPATH. Les deux échangent sur la place du terme eunuque dans le monde transgenre. L'Association professionnelle mondiale pour la santé des personnes transgenres vient de se lancer dans un projet visant à rédiger la prochaine version de ses standards de soins. La version 7, publiée en 2012, a été la première à mentionner quelque chose au-delà du genre binaire standard, catégorie pour hommes et femmes sans reconnaissance d'autre chose. L'identité d'eunuque a été brièvement mentionnée dans l'annexe comme une possible identité de genre. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est quelques années plus tard, en 2021, que le terme a été enfin reconnu au sein de l'association. Depuis le 3 décembre 2021, l'Association professionnelle mondiale pour la santé des transgenres a sorti un projet de ligne directrice afin de catégoriser les eunuques comme étant une branche à part entière de la transsexualité. Mais Jésus n'œuvre pas seulement pour l'utilisation du terme eunuque et sa reconnaissance. Il a beaucoup travaillé pour que l'ancienne appellation « trouble de l'identité de genre » devienne une « dysphorie de genre ». Il a également exprimé ici, sur ce message que je vais vous lire, sa préférence pour le terme « incongruité de genre ». De nos jours, dysphorie de genre et incongruité de genre sont acceptés bien que partageant une légère différence. L'incongruité de genre est une expérience marquée et persistante d'incompatibilité entre l'identité de genre d'une personne et le genre attendu en fonction de son sexe de naissance. La dysphorie de genre est diagnostiquée lorsqu'une personne présentant une incongruité de genre présente une détresse psychologique significative, telle que dépression ou anxiété, ou des troubles fonctionnels associés à l'incongruité de genre. Le diagnostic est défini par la souffrance de la personne plutôt que par la présence d'une incongruité de genre. Il œuvre également pour faire enlever un syndrome, inscrit dans 7 ouvrages, écrits par l'Association américaine de psychiatrie, lequel rassemble l'ensemble des désordres mentaux répertoriés de nos jours. De quel syndrome s'agit-il ? Il s'agit du syndrome de Skoptik. Et comme l'a souhaité Jésus, ce dernier ne figure plus dans l'ouvrage de l'Association américaine de psychiatrie. Le trouble dysmorphique corporel ou dysmorphophobie caractérisé par le désir d'être un eunuque est appelé syndrome de Skoptik, du nom de la secte Skopje. Cependant, il n'est pas répertorié dans le DSM-5 et il est pratiquement inconnu dans la littérature psychologique. C'est quoi ce syndrome ? Eh bien, dans la définition que je viens de vous donner, il est dit que ce dernier a été nommé d'après une secte nommée les Skopje, ou Skoptes en français. On retrouve les premières traces des Skoptes vers 1711, dans la région de l'Oural. Ils avaient pour principe de croire que la cause des maux de l'humanité était due à son appétence pour le sexe, et que pour se rapprocher de Dieu, il fallait se départir de ce désir. Hommes et femmes pouvaient faire partie de cette secte, mais pour y rentrer, il fallait faire don de son corps, et plus particulièrement de ses parties sexuées, allant des testicules pour les hommes, à la poitrine et au clitoris pour les femmes. La plupart des adeptes pratiquaient alors l'automutilation, et c'est cette forme de mutilation qui a donné lieu à l'appellation syndrome de Skoptik. Les Skoptes ont fini par disparaître aux alentours du début du XXe siècle suite à une forte répression de la part de l'Empire russe. Mais pour en revenir à ce Jésus, ce qu'il défendait en refusant l'utilisation de l'appellation syndrome de Skoptik est le droit de s'auto-mutiler les parties intimes sans que cela ne soit considéré comme étant un trouble mental. Afin de comprendre le point de vue de l'Association américaine de psychologie sur ce sujet, écoutez ceci. Bien qu'elle soit la plus courante, la pratique la plus utilisée est la coupure. La définition inclut aussi les coups, les brûlures, les éraflures, les morsures et autres atteintes corporelles infligées à soi-même. Il n'est pas question d'automutilation si l'individu se blesse dans un but esthétique
sexuel, dans le masochisme, social, dans les rituels d'acceptation dans certaines sociétés, modes, religieux ou spirituels. Vous avez bien entendu, si une mutilation est auto-infligée dans un but sexuel, social, religieux ou spirituel, il ne s'agit pas d'un trouble. Et c'est la raison pour laquelle le Sunroom de Skoptik a été enlevé du manuel. Mais sur le forum Eunuch Archive, on trouve plus que de simples threads de discussion. Il existe une section à laquelle tout le monde n'a pas accès, nommée les archives fiction. Dans cette dernière, des membres ayant un certain niveau de confiance partagent des fantasmes sous forme d'histoires. Et je vous le dis de suite, ce ne sont que des histoires racontées. Et le souci ne sont pas ces histoires, mais les thématiques qu'elles abordent, puisque l'on y retrouve une section mineure, aux côtés d'autres thématiques, toutes portées sur la sexualité. Dans la section mineure, qui comporte pas moins de 3700 fictions, plusieurs fantasmes sexualisant les enfants sont dévoilés. Et malgré la gravité de ces histoires, Jésus et les autres administrateurs du forum les gardent en ligne, protégés derrière un portail privé. Mais où veux-tu en venir avec ce forum ? Ce que je souhaite ici mettre en avant est le travail effectué par ce forum pour démocratiser ce qui fut un temps considéré comme étant le troisième sexe, le monde des eunuques. Et ça fonctionne, sauf que, comme souvent, lorsque l'on ouvre une porte sur une nouvelle acceptation, certains vont transformer tout cela en perversion. C'est là que nous allons entrer dans un nouveau chapitre. C'est là que nous allons commencer à mettre les pieds dans la part sombre de l'homme et de ses idées les plus perverses. Pour comprendre le lien entre le chapitre concernant le site Eunuch Archive et ce qui va suivre, il faut garder en tête que la modération du site est légère, très légère au vu de ce que l'on y trouve. C'est donc un terrain parfait pour que se développent certaines idées et perversions, mais également pour que les personnes mal intentionnées en usent pour répondre à leurs besoins. Et c'est exactement ce qui va se passer. C'est ainsi qu'en 2017, un certain Marius Gustafsson, 39 ans à l'époque, a mis en place un site internet qui va faire parler de lui lorsqu'il sera dévoilé au grand jour. Et pourtant, je vous le dis, ce site n'a jamais été caché. Mais avant de se pencher sur ce site, je vous propose un tout petit détour dans le passé de Gustafsson. On ne connaît pas grand-chose du passé de Gustafsson, mais ce que l'on apprend nous mène sur la piste d'un personnage peu recommandable. Marius, né en Norvège en 1978, a grandi dans une petite bourgade au sud-ouest d'Oslo. Il passait son temps entre son emploi de postier et sa fonction en tant qu'administrateur dans une association caritative pour défendre les personnes appartenant au groupe LGBT. Durant son temps là-bas, il a été condamné par 2 fois par les autorités de son pays d'origine pour fraude, une fois en 1999 et une autre fois en 2001. En 2005, il trouve l'amour et se marie, puis déménage en 2012 avec son partenaire à Londres. Mais son idylle ne dure pas et le divorce entre lui et son mari est prononcé en 2016. En parallèle à cela, Gustafsson développe une certaine accointance pour un milieu très fermé, au travers du forum Eunuch Archive. C'est là qu'il découvre le mouvement des Nullos et leur philosophie à laquelle il adhère très rapidement. À ce moment, Marius Gustafsson se découvre et développe un goût très prononcé pour le monde eunuque, mais surtout pour l'automutilation. C'est dans la section Nullo et eunuques entremetteurs du site Eunuch Archive qu'il va faire la rencontre de plusieurs de ses futurs amis, mais également de plusieurs de ses victimes. Le rêve de Gustafsson est de devenir lui-même un Nullo, en se privant de ses parties intimes. Et il a une raison toute particulière pour cela. Je veux ressembler à la poupée Ken, qui n'a rien à ce niveau-là. Alors ceux-ci sont ses propres mots, qu'il a dit lors d'une interview avec le journal Irish Independent. Mais maintenant revenons en 2016, car c'est là qu'il décide de passer à l'action. Alors qu'il est en pleine dépression suite à son divorce, il pète complètement les plombs. Il va faire appel à un de ses amis, à un certain Damien Bierns, qui va alors le libérer de ses parties intimes en les ôtant et en les mettant au congélateur pour une future dégustation. Alors attends là, tu veux dire qu'en plus de parler de mutilation, il y a aussi du cannibalisme ? Je crois que tu as tout compris, mais attends, le pire est à venir. Gustafsson, non content d'être devenu un smoothie, décide en 2019 de faire appel à un autre ami, Nathan Arnold, infirmier de profession qui va lui enlever ses tétons. Marius devient alors un X-smoothie. Et bien entendu, pris dans sa folle spirale, il ne va pas s'arrêter là. Et au cours de cette même année 2019, c'est un troisième ami à lui, un certain Jacob Creamy Appleby, qui va lui geler une partie de la jambe pour ensuite l'amputer et la garder au frais au congélateur. Oui, vous avez bien entendu,
Il s'est carrément enlevé une jambe et aujourd'hui il est en fauteuil roulant. C'est QFD. Jusqu'à présent, les opérations dont je vous ai parlé ont été établies sur une seule personne, Marius lui-même. Et bien que ces mutilations aient été faites à sa demande, il n'en reste pas moins qu'elles sont illégales, car il ne s'agit pas d'automutilation, comme on peut en trouver dans le monde BDSM par exemple, mais d'exercice illégal de la médecine. Puis, à côté de cela, se déroulait quelque chose d'encore bien pire. Suite à son divorce en 2016, Marius, comme je vous l'ai dit plus tôt, a donc complètement perdu la tête, tombant de toute son âme dans la folie en sacrifiant son propre corps. Mais son corps n'est pas assez, il lui faut également celui des autres. C'est ainsi qu'en 2017, il va mettre sur pied un site internet nommé the-em.com ou the-em.com, plus connu par son sous-titre Eunuch Maker. Mais je vous le dis tout de suite, ce site n'existe plus, et heureusement. Sur ce dernier, Marius et plusieurs autres administrateurs, David Carruthers, Janus Atkin, Peter Waits, Ian Valentine Syker, Ashley Williams et Stephen Sharp vont proposer à qui veut la possibilité de venir se faire mutiler les parties intimes tout en se faisant filmer. Le but étant, par la suite, de monétiser les vidéos. Pour ce faire, il suffisait de s'inscrire via un site tiers rattaché à the-em.com nommé eunuchmaker.co.uk. Une fois sur ce site, vous pouviez choisir et demander à participer, ou bien vous pouviez tout simplement vous y abonner. Et pour cela, sachez qu'il existait plusieurs paliers d'abonnement. Par exemple, ici, pour 40 livres sterling, vous aviez le droit durant une semaine de voir toutes les photos et les vidéos du site. Tandis que pour 100 livres sterling, vous pouviez voir en stream des personnes se faire émasculer, en direct. On n'est pas loin des Red Rooms. Vraiment pas loin. Et est-ce que les participants étaient consentants ? Si ça avait été le cas, le site serait sans doute encore en fonction à l'heure actuelle. Bien que la plupart des personnes participant à ces actes l'ont fait de leur plein gré, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Au total, 13 personnes vont porter plainte contre Gustafsson et ses acolytes, et les termes qu'ils emploient pour parler de ce qu'ils ont vécu parlent d'eux-mêmes. Barbarie, boucherie, morbide, et j'en passe. J'ai mis la main sur un dossier de la cour dont je vais vous mettre par ailleurs le lien en description. Et ce qui y est décrit donne une bonne idée de ce qu'il s'est alors passé sur le site Eunuch Maker. Je ne peux pas ici rentrer dans les détails, sinon la vidéo va sauter, YouTube n'aime pas ça. Mais en gros, sachez que les victimes étaient, dans la plupart des cas, droguées, attachées à une table et filmées en live ou pour la postérité. Les bourreaux s'occupaient alors de faire leurs affaires sur la victime, en lui enlevant les parties intimes pendant que d'autres, prenaient du plaisir personnel. Mais c'est dégueulasse! Oui, et c'est pour cela que je ne vais pas aller plus loin dans la description. Je pense que tout le monde comprend bien ce qu'il s'est passé devant les caméras du site internet. Mais la perversion du site ne s'arrête pas là. Les victimes se sont vues estampiller au fer chaud les lettres EM pour Eunuch Maker. Le but étant de marquer ces victimes à vie, de marquer leur appartenance à ce groupe contre leur gré. Une fois les parties intimes et autres parties du corps enlevées, elles sont placées dans un congélateur pour être vendues directement sur le site via un bouton « Acheter maintenant ». Et lorsque ces parties de corps ne sont pas achetées, ce sont les administrateurs du site qui les mangent, en se filmant et en monétisant ces vidéos. Au total, de 2017 à 2021, temps durant lequel le site a existé avant de tomber, Gustafsson aura dégagé la belle somme de 350 000 €, répartis sur 22 841 visiteurs. Mais attention, sachez toutefois que ce ne sont pas tous ces visiteurs qui ont payé, car il existait également une partie publique pour vous donner le goût d'en voir plus. Dans cette histoire, il y a eu 2 procès différents. Le premier impliquant les 3 hommes responsables des mutilations produites sur Gustafsson lui-même, et le second procès impliquait quant à lui les personnes gravitant autour de Marius et de son site internet. En bout de course, la justice va faire son travail et tout ce petit monde va passer tout le temps qu'il faut en prison pour reconsidérer leurs actes. Mais le site Eunuch Maker va inspirer du monde. Pour terminer notre voyage, nous allons passer cette fois-ci aux États-Unis, dans l'État de l'Oklahoma en 2020. C'est là que vivent Bob Lee Allen, à gauche sur la photo, et son mari Thomas Evans Gates, 2 anciens membres du site internet
Eunuch Maker. Le 12 octobre 2020, Alan et Bob louent cette cabine à un jeune homme de 28 ans souhaitant aujourd'hui garder son anonymat. Le couple a fait la rencontre du dit jeune homme via le forum présent sur le site Eunuch Maker. Et les 3 hommes ont un plan. Débarrasser la victime de ses parties intimes. Bien entendu, ce dernier est consentant et est même totalement en joie de savoir qu'il va enfin pouvoir accéder à son rêve de devenir un nulot sans avoir à débourser un sou en chirurgie. Dans leur discussion, Alan explique à l'homme avoir 15 ans d'expérience dans ce type de chirurgie et qu'il n'a absolument rien à craindre. Une fois sur place, le jeune homme s'installe, Alan est aux commandes et Gates joue l'infirmière. La victime ne recevra qu'une simple anesthésie locale et l'opération va durer 2 heures. Une fois terminée, Alan explique au volontaire qu'il va garder les restes dans son congélateur pour les consommer plus tard. Les restes, comprenez bien ce que vous voulez comprendre. Le sang abonde sur la table, le jeune homme est en souffrance. Le couple décide alors de prendre la voiture et de partir pour le déposer à l'hôpital régional McAllister et lui ordonne de dire au médecin qu'il s'est fait cela tout seul. L'opération étant une boucherie, le jeune homme dira la vérité au docteur. Les autorités vont alors arrêter Alan et Gates et lors de la fouille, ils trouveront chez eux les restes des parties intimes du jeune homme et plusieurs drogues hallucinogènes. Alan et Gates sont accusés de conspiration dans le but de commettre un acte chirurgical illégal, puis pratique illégale de la médecine sans licence, et enfin possession de produits illicites. Alan est condamné à 12 ans de prison et $5 000 d'amende. Gates est libéré et n'aura sur son dos que $2 000 d'amende à payer. Et si je vous parle de ce cas, c'est pour vous montrer comment le site Eunuch Maker a pu, même à l'autre bout de la planète, influencer les personnes à agir en méconnaissance de cause, mettant en danger la vie d'autrui pour assouvir leurs propres désirs. Et des cas comme cela, il y en a d'autres, dans d'autres versions, comme par exemple, et vous allez voir que ce cas se termine d'une manière assez particulière, dans le cas de Trent Alexander Gates, qui a décidé à l'âge de 15 ans de se castrer, puis à 20 ans de s'enlever l'ensemble de son appareil génital. Il a été influencé, d'après ses propres dires, par un certain Gelding, qui est, a fortiori, l'un des premiers nulos à avoir agi en conséquence de ses désirs. Mais si je vous parle de Trent, ce n'est pas pour ce qu'il a fait à son corps, car ça, c'est son choix. Mais c'est surtout parce que durant un temps, il a administré un site que vous connaissez désormais, eunuchmaker.co.uk, tel qu'il est indiqué sur cette photo. Toutefois, ce dernier ne sera pas mis en cause, puisqu'il n'apparaît sur aucune photo et ou vidéo présente sur le site. Voici un jeune homme qui s'en est donc bien sorti en bout de course. Et voilà qui va clôturer cette enquête au travers du monde des nulos et des eunuques. Cette enquête partant d'un simple forum possédant de troublants travers utilisés par des esprits mal intentionnés pour assouvir leur perversion. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Soyez s'il vous plaît respectueux en commentaire, et si vous sentez l'envie de cracher votre lot de haine contre la communauté trans ou LGBT, eh bien retenez-vous, car non, les trans et cette communauté n'acceptent pas et ne cautionnent pas les comportements que je vous ai décrits dans cette histoire. En gros, abstenez-vous d'être Voilà, ça c'est dit. Et ça fera beaucoup de bien à l'humanité. Sur ce, je vous dis bis, bye, et à la prochaine. Exact, ciao et à la prochaine, et maintenant que tout cela est terminé, vous pouvez passer à table. Bon appétit!